Et c'est Louis Magloire Kemayou. Bonjour, journaliste, président du Club de l'information africaine. Merci d'être avec nous. La première question qu'on a envie de vous poser à vous, observateurs, c'est est-ce que cette demande formulée à Paris vous surprend finalement aujourd'hui? Non, la demande ne me surprend pas tant que cela parce que même si on est tenté de lier cette demande à celle qui avait été formulée par les autorités maliennes, il ne faut pas oublier que c'est au Burkina Faso que le convoi français qui partait de Côte d'Ivoire avait eu beaucoup de mal à passer et qui avait eu énormément de manifestations qui avaient obligé le dispositif militaire français à modifier son itinéraire de passage et que l'on est quand même dans un pays où, au-delà du sentiment anti-français, il s'agit d'une révolution. C'est le pays de Thomas Sankara qui s'était illustré par sa lutte pour la souveraineté contre les impérialismes de toutes les formes et que ce souvenir est resté très vivace. Le procès des autorités qui ont tué Thomas Sankara a eu lieu il n'y a pas très longtemps et donc ce souvenir reste très vivace dans l'esprit de beaucoup de jeunes qui n'ont pas assisté aux événements mais qui ont assisté à la manière dont ce souvenir a été entretenu par les générations précédentes. Un mot peut-être de la communication et de la forme de ce propos. Il y a eu un flou de plusieurs jours, confirmation du porte-parole hier burkinabé, Paris qui dit toujours attendre des clarifications de la présidence. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout cela? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on est dans un moment où c'est le pays, le Burkina Faso, où le président Macron a présenté son discours à l'attention de la jeunesse et des jeunesses africaines, son discours même de politique française en direction des pays africains. Il avait été même applaudi au sein de l'amphi par la plupart des jeunes étudiants qui assistaient à ce discours. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'on est en train d'assister à une remise en cause de la politique française sur le continent africain, à la fois par rapport à la forme que ce discours prend, le bras de fer qui a duré pendant très longtemps avec les autorités maliennes et dont on n'est pas encore sorti, et puis même sur le fond, avec le fait que les questions de base militaire française, les questions du franc CFA, et même le rapport que certaines autorités françaises peuvent avoir vis-à-vis de leurs homologues africains n'est pas toujours très bien perçu par les populations. Et donc, il y a cette déconnexion parfois entre les élites et les populations, mais pour une fois, on assiste presque à une symbiose entre les opinions publiques et les élites sur le continent africain, notamment au niveau du Mali et du Burkina Faso. Et je crois que c'est ce que raconte ce bras de fer qui est en train de se dessiner entre les autorités françaises et les autorités burkinabées, même si au niveau du Burkina, il faut dire que la forme est beaucoup plus soignée que ce que l'on a vu vis-à-vis du Mali où c'était beaucoup plus direct. Le Burkina Faso marche donc aujourd'hui clairement dans les pas du Mali. Non, je crois que comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé au Mali est une histoire proprement malienne. Là, on est en train de vivre une histoire à la burkinabé qui a commencé, je le rappelle, avec l'itinéraire des troupes françaises qui avaient été empêchées de traverser le pays au niveau du Burkina Faso. Et c'est une deuxième phase de cette contestation qui est en train de se mettre en place et qui correspond à une volonté de certaines opinions africaines de sortir de ce rapport quasi incestueux qu'on appelait la France-Afrique entre les autorités africaines et les élites africaines et les autorités et les élites françaises. Il y a pourtant un autre point de comparaison qui est la nature du partenariat russe, cette question qui est posée. Qui va prendre la place des soldats français? Est-ce que la Russie va voir son partenariat renforcé là aussi avec Ouagadougou? Non, on ne peut pas dire que la Russie est mal perçue par les Burkinabés. Cependant, dans le texte du communiqué qui a été lu, les choses semblent assez claires. Les Burkinabés voudraient que ce soit d'abord les Burkinabés qui défendent leur pays. Peut-être qu'accessoirement, ils vont nouer de nouveaux partenariats avec la Turquie, qui est très active également dans la région, avec la Russie, qui est présente dans le pays voisin qu'est le Mali. Peut-être que toutes ces coopérations-là se mettront en place. N'oublions pas que l'Afrique est aujourd'hui un carrefour diplomatique où se bousculent les partenaires. Israël non plus n'est pas très loin, qui pourrait également être un partenaire dans cette lutte contre le terrorisme et le djihadisme dans le Sahel. Donc il n'y a pas que la France et les pays africains, il y a également tous les autres partenaires, les États-Unis qui sont présents depuis très longtemps et qui pourraient eux aussi
multiplier, élargir leurs partenariats. Leurs associations sont très présentes déjà sur le terrain. Il est fort possible que tous ces partenaires-là se mettent ensemble, non pas pour chasser la France, mais pour compléter le dispositif militaire français dans le Sahel. Justement, Louis Magloire-Kemayou, vous évoquez la question sécuritaire non des moindres. Quelles conséquences ces événements pourraient avoir sur les groupes djihadistes dans la région? Je crois qu'aujourd'hui, au-delà du djihadisme, il y a une espèce de banditisme de grand chemin qui est en train de s'installer et que l'on peut confondre avec le djihadisme, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles qui n'est pas fait que par les djihadistes, il est également fait par des bandits de grand chemin qu'il ne faut pas confondre avec les djihadistes. Mais étant donné que l'on est dans cette espèce de flou artistique entretenu par la cacophonie diplomatique, il est fort possible que cela donne des idées à certains bandits de grand chemin, à certains pilleurs de ressources qui viendraient eux aussi remplir les rangs de tous ces fossoyeurs des États du Sahel qui font face actuellement à la menace terroriste. La question djihadiste est pourtant une question réelle. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Quelles conséquences à ce niveau-là? C'est un point réel et concret aujourd'hui. Le point, il est réel, mais je veux dire, ce n'est pas la menace principale aujourd'hui. Il est évident que l'insécurité est un problème, mais l'insécurité ne se limite pas à la question du djihadisme. L'insécurité, c'est aussi cette question du banditisme. Parce que, encore une fois, pourquoi est-ce que les opinions africaines sont si remontées contre la France? C'est qu'elles estiment qu'elle peut être une partie de la solution, mais elle est aussi une partie du problème parce que toute cette déflagration djihadiste est arrivée dans le Sahel. Elle a été accélérée par le fait qu'il y a eu l'intervention en Libye qui a permis de surarmer certains Touaregs qui étaient aux côtés de Muammar Kadhafi et qui après sont redescendus dans le Sahel avec des armes pour remplir le contingent qui était déjà présent après la guerre en Algérie des années 90 et après toutes les guerres civiles qu'il y a eu aussi bien au Libéria, en Sierra Leone que dans les autres pays. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui le rapport de force, il est inversé. Donc la question n'est pas de savoir si la présence française ou le départ de la France va changer quelque chose dans la donne, mais de savoir comment on gère les suites de cette intervention en Libye qui continue de faire beaucoup de mal dans les pays du Sahel. Et ça, la question reste posée, on l'aura compris. Merci beaucoup, Louis Magloire-Kemayou, d'avoir été notre invité du jour après cette confirmation donc, formulée hier sur ce demande de retrait des troupes françaises. Voilà pour cette première demi-heure d'information. Vous restez évidemment avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. À tout de suite.